On l'a vu quand même, hein. On en a vu certaines personnes arriver en plein bear market et faire des vidéos. Ouais, l'IA, ouais, ChatGPT. Mais nous, on est restés, les gars, on était là. Est-ce que vous étiez là, qu'on était en fin fond de bear market et qu'on faisait des vidéos sur la data availability de Layer 2? Est-ce que vous les regardiez cette vidéo? Si vous les regardiez, vous faites partie des vrais, les gars. Vous faites vraiment partie des vrais parce que on se faisait chier en vrai. On se faisait vraiment chier. On trouvait le temps long quand même. On se levait, il se passait rien. Et il y a eu des vidéos un peu tech. Mais en vrai, ça a bien formé. Ça a bien formé parce que déjà, ce format en bear market, ça permet aussi de cerner beaucoup mieux l'écosystème, de cerner beaucoup mieux ce qu'on veut et de rester terre à terre. On allait sur CoinMarketCap avant, tu faisais top 24 heures CoinMarketCap, tu faisais ça là, il y avait aucun projet dans le vert. Genre les tops, et là encore on est sur une correction donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait aucun projet dans le vert. Les top projets, c'était les stablecoins. Genre là t'avais USDC, USDT et c'est tout. Pour ceux qui sont restés, franchement bravo à vous quand même les gars. N'oubliez pas que je ne suis pas trader, donc ça se base que sur mon intuition du marché, mon ressenti du marché. Mais je pense qu'on va pas aller beaucoup plus bas que les 60 000. Je pense que les 60 000 vont être un socle assez difficile à casser, dans le sens où honnêtement déjà 65 000, il y a des gens qui nous demandent si c'est la fin du bull run. Ça rejoint la théorie qu'on a depuis un moment et c'est pour ça que honnêtement ça ne me fait ni chaud ni froid ces corrections de 70 à 65, mais je vous dis ni chaud ni froid. Et même si on est à 75, ça me ferait rien du tout parce que des corrections les gars, il va y en avoir beaucoup plus violentes que ça. Et du coup certaines personnes qui sont rentrées il y a pas longtemps se rendent pas compte, juste avoir des corrections c'est quelque chose de totalement normal. Il faut rester simplement très calme. Il faut rester calme, il faut garder de la liquidité et il faut vraiment avoir confiance en ses convictions et accepter le fait que si oui on a 73 000 mais ça va corriger, pas de souci. 61 000 on recharge. En parlant de ça, j'avais quand même une théorie vis-à-vis de ça. La meilleure période pour investir, c'était quand on était ici. Mais maintenant qu'on est là, comment est-ce qu'on rentre proprement? Est-ce qu'on attend une grosse correction et on rentre? Est-ce qu'on DCA mais on a peut-être un petit peu peur? Voilà. Comment est-ce qu'on se positionne? La plupart des gens vont vous dire ouais, il faut faire du DCA. Et je fais partie de ces gens. Le DCA, Dollar Cost Average, c'est en gros le fait de rentrer, si vous voulez investir 1000 euros, vous investissez 50 euros par semaine pendant une certaine période jusqu'à ce que vous ayez vos 1000 euros pour lisser votre exposition, peu importe le prix. Ça permet du coup de lisser son entrée, son exposition et du coup de ne pas s'auto-proclamer trader et juste en fait je vais rentrer là, je rentre pendant 2 mois et j'aurai un point d'entrée qui sera la moyenne de tout ça. Ok. Mais le DCA peut avoir ses failles. Le DCA, si on est dans une certaine période, par exemple si on veut DCA là, si on veut DCA sur 2 mois depuis ici, on se retrouve à DCA avec une moyenne d'entrée qui est forcément pas incroyable. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et je suis en train de réfléchir les gars à une sorte de DCA, mais de DCA optimisé. Il faudrait que je fasse un petit tableau Excel ou un petit algo, mais en gros un DCA optimisé dans lequel en gros on aurait des rentrées qui sont proportionnelles à la situation actuelle du marché. C'est-à-dire que on ne s'improvise pas trader. Par contre, on essaye quand même d'optimiser nos entrées où on se dit ok, je vais faire un DCA de 1000 euros sur 10 semaines. 10 semaines, 1000 euros, 100 euros par semaine. Ok. Au lieu de se dire 100 euros par semaine, on se dit 1000 euros sur 10 semaines. Et du coup, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre que si jamais on est dans une certaine période où par exemple le marché est vert depuis 2 semaines et on a plus de 20% de hausse par exemple, notre DCA va diminuer pendant cette période-là. Parce que l'objectif c'est d'attendre la correction et que quand la correction arrivera, le DCA sera plus haut que d'habitude, donc on ne sera pas à 100 euros par semaine, on sera par exemple à 150, 200 euros. Ça dépend aussi des corrections, ça dépend depuis combien de temps ça a corrigé. C'est juste une idée, j'ai pas non plus de stratégie vraiment poussée. Et comme ça, en fait, ça permet d'avoir un DCA optimisé. Je pense que c'est pas très dur à faire. Et ça, vous pouvez même l'instaurer chez vous un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire. C'est que du coup, si jamais on est dans ces périodes-là, de 72 000 et que ça monte depuis je sais pas combien de temps, votre DCA, vous pouvez le retarder. N'ayez pas peur de retarder votre DCA. N'ayez pas peur d'attendre les corrections. Sincèrement, je pense que les personnes qui seront les plus rentables pendant ce bull run, en tout cas qui n'ont pas des stratégies les plus poussées, seront les personnes qui n'ont pas peur de décaler et de retarder leur rentrée pour attendre le correction. N'ayez pas peur de ça, il y aura des corrections, c'est sûr et certain. Si on regarde les historiques, on va pas passer 1000 ans. Il y en a eu dans ces périodes-là. Des périodes de correction, il y en a eu. Et n'ayez pas peur, deux choses, de retarder et d'accepter qu'il y aura des corrections. Et donc de le mettre en place dans vos stratégies. Ne vous dites pas non, ça va faire que monter et je stresse, etc. Non, vraiment c'est faux. Et deuxième chose, n'ayez pas peur de recharger pendant la correction. On est dans une période, typiquement, quand vous voyez des gens qui vous disent c'est la fin du bull run, c'est là où il faut recharger. C'est vraiment, on est dans une période de rechargement indéniable, d'accord? Est-ce qu'on ira plus bas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que 65 000 est une bonne période pour recharger au vu de la physionomie globale du bull run? Oui. Et je pense sincèrement qu'il faut garder les choses le plus simples possible, les potes. Dans le sens où, c'est pour ça aussi que en live, j'essaye, et même dans les vidéos actuellement, de faire des explications beaucoup plus faciles à comprendre, entre guillemets, genre terre à terre, un peu de psychologie, genre très simple. Parce que, à un moment, même si, si vous êtes à fond dans les cryptos et que vous voulez cerner les meilleures opportunités, etc., vous pouvez. Mais pour la plupart d'entre vous, il y a une sorte de petite dissonance dans le sens où on est un peu noyé de contenu crypto parce que, tout simplement, plus le marché est haut, plus les créateurs comme moi ou d'autres ont d'incitation à faire du contenu crypto. Mais de manière un peu paradoxale, c'est la même période pendant laquelle il faut simplement, désolé de faire l'anglophone, mais keep it simple, c'est parce que c'est très parlant, garder les choses très simples et simplement regarder la charte en monthly, se mettre comme
ça, DCA, se préparer avant le halving, et fin de l'histoire. Et fin de l'histoire. Genre, vous pouvez avoir un petit bug où vous faites le dégel, mais dans l'idée, regardez la charte en monthly, regardez la charte sur une semaine, 2 semaines, jouez le bull run. Dites-vous, on est pré-halving, ok, pré-halving, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accumuler, ok, il faut que j'accumule des altcoins pour une certaine période. Vous lancez votre DCA d'altcoin, fin de l'histoire. Quel altcoin vous prenez pour votre DCA? Ben c'est très simple, vous prenez les derniers altcoins qui ont, enfin pas les derniers altcoins, mais les altcoins parmi les plus nouveaux dans les secteurs les plus intéressants, donc par exemple l'IA, prenez NIR Protocol Render, vraiment, hein, j'abuse, mais en vrai c'est même pas tant abusé. Vous prenez le top 5 de 2-3 narratifs vraiment intéressants, vous prenez TAO, Render, Fetch, AKT, donc des tokens qui n'étaient pas vraiment hyper présents dans le dernier cycle, et vous rechargez, et vous accumulez, et fin de l'histoire. Vraiment, gardez les choses le plus simple possible. N'ayez pas cette dissonance qui arrive, qui est que il y a beaucoup plus de contenu qui est fait, donc il faut que je regarde un petit peu partout. Non, c'est faux, c'est très faux. Tu privilégierais l'IA ou les Real World Assets si tu entrais maintenant? Très bonne question aussi. Je pense que je privilégierais l'IA, parce qu'en fait, c'est deux narratifs qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée, mais pour l'instant, les Real World Assets, les tokens sont extrêmement inutiles dans l'intérêt à l'intérieur de l'écosystème. Les protocoles Real World Assets sont très bons, mais on n'est pas encore sur un milieu qui est mature selon moi. L'IA non plus, mais l'IA progresse extrêmement vite. On a déjà des très bons projets. Petit point sur Token Unlock aussi, où je voulais juste simplement vous parler de la libération, la grosse libération qui est arrivée, c'était celle de Sui. Sui qui a une grosse libération qui arrive dans quelques temps. En fait, c'est la grosse libération des investisseurs privés, des early contributors. Et en fait, quand vous voyez ça, alors déjà, dites-vous quand même qu'on a 230 millions de dollars d'un coup qui sont distribués. Mais quand vous voyez ça, ce que vous devez faire tout le temps, c'est d'aller faire un tour sur un site qui s'appelle Dropstab. Vous allez sur Dropstab et vous allez chercher le projet en question, donc Sui, et vous regardez, vous allez ici et vous allez dans Fundraising et vous voyez en fois combien sont les différents investisseurs. Donc vous voyez par exemple que les investisseurs de Public Sale sont en fois 56, vous voyez quand même qu'il y a 36 millions qui ont été levés et les mecs sont en fois 43, 300 millions fois 4. Donc en fait quand vous voyez des aussi gros multiplicateurs, dites-vous que ça va quand même représenter une grosse pression vendeuse et que il serait pas mal quand même de prendre des mesures vis-à-vis de ça, sachant que vous voyez qu'on est quand même sur des millions et des millions de dollars. Je voulais regarder la valeur, 70 millions de dollars dans les prochains jours. Regardez aussi la valeur en dollars, c'est important, qui sont libérés. Même si évidemment en bull run ça n'a pas la même valeur qu'en bear market, ça représente quand même 2 milliards, à peu près 2,1 milliards, 2,2 milliards qui sont libérés de dollars. Donc c'est absolument énorme et ça va avoir un impact sur le prix, c'est sûr et certain. Et ça l'a déjà actuellement en ce moment. Je pense que c'est quelque chose qui est pricé, qui se fait pas uniquement à l'instant T. Donc voilà, faites attention s'il y en a qui sont sur ce genre de token, le Sui, mais c'est quand même assez énorme. On passe à DYDX, les gars. DYDX, c'est un projet que j'accompagne depuis un petit moment. On fait souvent, non, on a fait une vidéo qui était en collaboration avec eux. C'est un projet que j'aime beaucoup, sincèrement. DYDX, on en parlait dans une vidéo il y a quelques temps, je crois que c'était en novembre, a enfin lancé sa fameuse V4, donc quasiment sa forme finale qui va changer pas mal de choses pour le coup sur le réseau. DYDX, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des DEX, des exchanges décentralisés avec le plus de transactions quotidiennes. Ils ont plus de 1 milliard de volume, ils sont régulièrement dans le top 3, des fois ils sont au-dessus de Uniswap, donc c'est une plateforme qui devient de plus en plus big et qui prend de plus en plus de place, surtout quand on voit que les DEX prennent quand même de plus en plus de volume. Donc je vous rappelle qu'un DEX, c'est un échange décentralisé, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir échanger des cryptos sans avoir Binance ou KuCoin ou qui que ce soit qui ont la main mise en général entre guillemets sur vos tokens, donc de manière non custodiale, avec parfois des frais qui sont un petit peu plus faibles ou qui sont un petit peu moins faibles, Uniswap. Et ce qui est très intéressant avec DYDX, c'est le fait qu'il fonctionne avec un order book décentralisé, donc un carnet d'ordre qui est décentralisé directement via la mémoire vive des validateurs. Donc on est quand même sur un très beau modèle Web3, on se rapproche vraiment de ce que devrait être la gouvernance et ce que devrait être la décentralisation dans un projet comme ça. Alors il y a eu DYDX V2 sur Ethereum et sur Starknet, il y a eu V3 sur Cosmos, la V4 est enfin live, donc il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, je vous laisse aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Donc le carnet d'ordre qui va être géré off-chain par les validateurs, ce qui est très intéressant. Ils vont aussi lancer un marché permissionless, donc en gros où on pourra lister n'importe quel token sur DYDX, et surtout au niveau du token il va se passer pas mal de choses, ça risque de vous intéresser. Donc déjà le token qui va migrer de la blockchain Ethereum à la DYDX chain, c'est pour ça que quand vous mettez DYDX vous avez native derrière, parce qu'on a pour l'instant la version de DYDX sur Ethereum et la version migrée sur la DYDX chain qui est quasiment migrée à 100%. Donc c'est pour ça qu'on va avoir cette amélioration. Et ensuite on a la grosse news, c'est que tous les frais de trading sur la plateforme vont être entièrement redistribués aux stakers et aux validateurs. Donc vous avez quand même tout intérêt à aller staker vos DYDX pour pouvoir recevoir les frais de transaction, surtout si les volumes augmentent, et ils risquent d'augmenter avec le nouveau cycle dans les DEX, ce qui est très intéressant. Je voulais aussi vous montrer ça à la fin, donc ce truc est quand même très big. Il y a déjà eu 8,2 millions de dollars qui ont été redistribués aux stakers, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'aller staker, surtout si vous avez des tokens. 18% d'APR, 15 000 stakers, plus de 50 milliards
de volume de trading, 47 paires, etc. C'est un projet qui est très très bien placé pour performer dans le futur. La seule raison à laquelle je pense que le token n'est pas encore à son plein potentiel, ce sont les vestings. Les vestings qui bloquent l'envolée du jeton. Si vous regardez, DYDX a énormément de libération. Voilà, on a une sorte de libération en escalier que vous connaissez. Il me semble que c'est tous les mois, je crois, ou tous les 2 mois. Tous les mois, il y a une certaine quantité de jetons qui est libérée. Donc ça va se lisser. Vous voyez que quand on va arriver le 2 juin, ça va diminuer un petit peu. Et là, je pense que le jeton aura largement ce qu'il faut pour aller reach son potentiel, dans le sens où si on regarde le prix du token, on voit quand même qu'il est vraiment bloqué par ça, qu'il se maintient un peu autour des 3 $, mais que forcément les libérations ont un gros impact, sachant qu'en plus ils ont levé pas mal, donc ça va un petit peu les bloquer. Mais une fois que ça sera derrière nous, on pourra avoir, je pense, une très belle ascension et un très beau potentiel pour DYDX. En fait, tout est réuni pour ça. C'est 1,4 milliard de market cap. Je pense que c'est pas encore vraiment représentatif du potentiel de ce type de projet. Honnêtement, avec tout ce que ça apporte, les frais qui sont aussi faibles, le modèle de gouvernance, le modèle de validation, etc., etc. Allez faire un petit tour. J'ai fait une vidéo sur le projet si vous voulez voir un petit peu plus en détail.